Bonjour à toutes et à tous. Je suis Peter Libière, licencié en sciences juridiques. Je suis actuellement président du centre d'activité juridique de Dialectique des Jeunes, mais également responsable de notre centre d'activité, qui est le centre d'activité juridique de l'ENIGED. Et actuellement, je suis responsable des activités juridiques au sein de Dialectique des Jeunes. Donc, très content d'être avec vous pour vous présenter l'émission Le droit sur le droit, une émission qui est offerte par CAJ DDJ, donc c'est le salon d'activité de dialectique des jeunes. Donc, pour l'émission, pour la présentation de l'émission aujourd'hui, les présentateurs sont moi qui vous parle et également Maître Mario Estimable, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Maître Peter Lee. Bonjour à vous tous et à vous toutes, amis du web, partout où vous nous suivez. Mon nom, c'est bien Mario Estimable, comme vient de dire Maître Peter Libière. Nous sommes là, question de vous présenter cette émission intitulée Le droit sur le droit. Donc, à travers cette émission, nous aurons à mettre le doigt sur le droit. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette édition. Et nous espérons que vous également, vous serez très contents de nous rejoindre dans les prochaines émissions. Nous souhaitons également que vous partagerez avec vos amis, tous vos contacts, les publications, les vidéos de cette émission et que vous invitiez vos amis également à la suivre avec fidélité. Du coup, Maître Peter Lee, nous vous disons à nouveau bonne participation à l'émission puisque vous pouvez participer avec nous en commentant cette vidéo et également en prenant contact avec nous à travers nos numéros qui sont le 37 72 21 07, le 48 37 10 66. Voilà. Oui, voilà Maître Mario. Et pour continuer avec l'émission, donc nous avons pour aujourd'hui, l'émission est présentée par CAJ de DDJ. Donc, c'est quoi le centre d'activité juridique de dialectique des jeunes? Il faut mentionner qu'il y a le centre d'activité juridique. Maintenant, ce centre d'activité juridique a deux entités actuellement en place. Donc, il y a le centre d'activité juridique de l'INIGED, comme je l'avais mentionné, et également, il y a le centre d'activité juridique de dialectique des jeunes. Maintenant, l'émission, je le rappelle, est présentée par le centre d'activité juridique de dialectique des jeunes. Maintenant, ce centre d'activité, c'est quoi, Maître Mario? Donc, ce centre fait quoi? Donc, il a été institué pourquoi? Oui, voilà. Mais bien avant d'entrer d'emblée dans c'est quoi le centre, j'avais oublié tout à l'heure de faire ma présentation plus ou moins élargie. Et moi également, je suis dans le domaine des sciences juridiques, un étudiant qui est en train de rédiger son mémoire de sortie. Et mon mémoire se porte sur les droits qu'ont les étrangers de pouvoir posséder des immeubles en Haïti. Et c'est un sujet qui passionne beaucoup d'Haïtiens, des étrangers. Et ils me contactent sans arrêt et ils n'ont pas peur de me dévoiler leur opinion à ce sujet qui sont en grande partie défavorables aux étrangers. Bon, surtout pour les Haïtiens, bien entendu. Bon, voilà. Maintenant, le KGDJ, c'est quoi? On ne peut parler du KGDJ sans ne pas présenter le dialectique des jeunes, d'où elle est émanée. Le dialectique des jeunes, c'est à la fois une émission de radio qui se passe chaque dimanche matin sur le www Radio Voix de l'Ave Maria. Et vous pouvez nous brancher à 11h chaque matin, Maître Peter Lee. Donc les auditeurs peuvent nous suivre avec intérêt et également commenter cette émission ou encore nous proposer, nous donner des conseils. Mais aussi, Dialectique des jeunes, c'est une organisation de jeunes. C'est une organisation de jeunes qui évolue ici à Cap-Haïtien. D'ailleurs, le siège social de l'organisation, c'est ici à la Radio Voix de l'Ave Maria et au local de l'archevêché du Cap-Haïtien. Donc là, vous pouvez nous retrouver à la rue 18 et à la rue 19 et 20 I. Dialectique des jeunes étant une organisation de jeunes est apte à œuvrer dans plusieurs domaines selon selon qu'on puisse dire les définis de ses statuts. Sont les définis de ses statuts. Elle peut œuvrer dans le social, elle peut œuvrer dans le culturel, dans l'éducation, dans la santé mentale, tout comme le droit.
Et voilà ce qui a occasionné l'apparition de cette entité juridique qu'est le CAJ, le Centre d'activité juridique de dialectique des jeunes. Le Centre d'activité juridique est présent, ou encore après naissance, c'est juste pour faire beaucoup plus de lumière sur les situations juridiques. Lorsque je parle de faire des lumières, c'est-à-dire c'est tirer au jour, c'est mettre à clair le droit, que ce soit le droit haïtien ou le droit externe, le droit international, pour ceux dont il est méconnu et pour d'autres encore pour qui le droit national ou international, le droit en général est mal connu. Et voilà le CAJ, sa raison d'être. Et l'une des réalisations du CAJ, c'est déjà cette émission-là que vous êtes en train de suivre, qui est intitulée Le droit sur le droit. Cette émission-là que vous suivez a pour mission de faire connaître au public le droit international privé haïtien, je le dis bien, le droit international privé haïtien. Elle se passe et elle se passera chaque vendredi dans l'après-midi. Nous vous invitons à être toujours branchés. Mais nous avons en perspective pour l'émission Le droit sur le droit à entamer d'autres concepts et à prendre un jour à part pour les traiter, un jour pour le droit des affaires, un jour également pour les institutions judiciaires. Donc ça c'est pour l'émission Le droit sur le droit qui est une des réalisations du CAJ, du Centre d'activité juridique de dialectique des jeunes. Le CAJ est jeune dans dialectique des jeunes, c'est-à-dire c'est une entité qui n'a pas pris naissance il y a de cela très longtemps, mais plutôt c'est à peine arrivé, c'est fraîchement né, on peut le dire ainsi. Et étant fraîchement né, tous ces objectifs ne sont pas encore atteints. Tous ces idéaux ne sont pas encore, je dirais même perçus, je le dirais même. Mais par contre, nous sommes sûrs et certains que nous avons des missions, nous avons une vision et des objectifs à atteindre et nous les atteindrons. Et dans les perspectives du CAJ, l'émission Le droit sur le droit en est une. Nous sommes en train de réaliser cette émission-là. D'ailleurs, c'est la preuve, puisque vous la suivez. Mais également, nous comptons mettre d'autres services au profit du public, que ce soit du public capois, de cap haïtien, du public haïtien en général, et pourquoi pas de l'étranger. Et d'autres perspectives, que ce soit en matière d'assistance légale, que ce soit en matière de formation, des formations qui ont un rapport direct avec le droit, et dans d'autres domaines ayant un rapport avec le droit. Donc, en gros, voilà. Qui fait partie du CAJ? Eh bien, c'est des étudiants en sciences juridiques ou encore des jeunes qui sont déjà licenciés en sciences juridiques ou qui peut-être ont fait une étude supérieure à la licence ou qui ont une spécialisation. Et comment est-ce qu'on procède dans le CAJ? Eh bien, nous nous réunissons et nous définissons nos moyens d'action, nos façons de faire, nos activités, tout ça. Donc, selon notre vision, selon également notre mission et également les moyens qu'on doit prendre pour atteindre nos objectifs. Ce qui s'inscrit toujours dans la vision globale de l'organisation qui est le tronc dialectique des jeunes. Donc voilà en gros, c'est quoi le CAJ-DDJ, le Centre d'activité juridique de dialectique des jeunes, et également comment est-ce que nous procédons, qui en font partie, tout cela. À ne pas confondre le CAJ-DDJ du CAJ-INUJED. Le CAJ-DDJ, c'est une entité juridique de dialectique des jeunes. Par contre, le CAJ-INUJED, c'est une entité juridique à l'Institut universitaire des sciences juridiques, économiques et de développement régional. C'est l'université dans laquelle nous avons eu la chance, Maître Peter Lee et moi, d'être formés en sciences juridiques. Donc voilà, c'est des activités que nous avons pris l'initiative de mettre sur pied. Et j'encourage Maître Peter Lee, qui est le président des deux CAJ. Je l'encourage fortement et vivement. Et moi, étant un des responsables de dialectique des jeunes, je donne tout mon apport, tout mon appui, tout mon support en tout ce qui se fait dans cette entité. Et je vous encourage à supporter Maître Peter Lee et plus précisément l'entité CAJ-DDJ à votre manière. Le CAJ en général. Bien sûr. Ne pas oublier que le CAJ
le centre d'activité juridique est scindé en deux. Ouais. Donc, il y a deux entités dans le CAJ. Donc, il y a centre d'activité juridique de dialectique des jeunes et centre d'activité juridique de l'INUGEN. Voilà. Ouais. Et maintenant, Maître Mario, vous avez mentionné tout à l'heure, permettez bien que je fasse cette mise en contexte, si vous voulez. Qu'il vous plaise, Maître. Merci. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez mentionné tout à l'heure le droit international privé haïtien. Ceci, vous avez essayé de faire la précision. Vous avez dit, c'est pas le droit international tout court, c'est pas le droit international privé tout court, mais plutôt le droit international privé haïtien. Mais ce qui m'a un peu interpellé à votre notion, lorsque vous avez abordé ou encore fait mention de cette notion assez importante, c'est que est-ce que réellement il y a un droit international haïtien? Et s'il y a un droit international haïtien, comment on doit le comprendre? Mais ce qui va nous renvoyer, avant même d'entamer ou encore de présenter le droit international privé haïtien, à faire une introduction au droit afin de présenter le droit à la population. Donc, on ne saurait parler de droit international privé sans savoir quelles sont les branches du droit et qu'est-ce que le droit même. Ouais. Donc, c'est pourquoi, Mario, il est intéressant de... Donc, on ne peut pas parler de l'accessoire sans ne pas passer par le principal. Par le principal. Et à ne pas oublier que l'accessoire suit le principal. Bien sûr. Ouais. Et maintenant, pour le droit, quelle définition pouvez-vous donner du droit, Maître Mario? Bon, en fait, moi, personnellement, bon, et à noter si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donner une définition par rapport à ce que vous avez appris à l'école, bon, à l'université, vos expériences personnelles. Ok. Quoique le droit peut être subjectif, mais je ne me contenterai pas de donner une appréciation subjective du droit. Et voilà. Donc, bon, étant donné que vous avez, Maître Peter, contextualisé la question selon mes expériences, voilà, les études, ma vie avec les gens, comment est-ce que je perçois le droit. En fait, moi, je dirais que le droit, c'est, comment puis-je le dire, c'est ce qui est entre eux, c'est l'interstice de tous les rapports. Et cet interstice de tous les rapports dans la société et peut-être même hors de la société et de la planète Terre, on peut le dire ainsi, parce que qui sait, il peut y avoir des règles qui régissent les martiens, s'il existe peut-être. Bon. D'ailleurs, on en parle, on parle des martiens, des reptiles, on parle bon, à partir de 1945, on parle surtout des relations qui existent entre les terriens et les extraterrestres, entre guillemets. Tout à fait. Donc voilà, et là c'est comme cet interstice-là. Et cet interstice, tout comme on peut le constater dans les reliefs, dans les sols ou encore dans les organes du corps, et bien cela permet qu'il y ait, qu'on puisse dire, une bonne, je trouve pas encore une bonne relation, ou encore ça permet aux organes qui sont face à face ou encore opposés ou plutôt in front, face à face, eh bien, de ne pas s'écraser, mais plutôt ça permet de glisser. Tout comme dans les bâtiments, il y a certains grands bâtiments, eh bien, on laisse un petit espace entre eux au cas où il y aurait des tremblements de terre, il y aurait des secousses, eh bien, cela faciliterait eh bien, que ces bâtiments-là se balancent sans qu'il n'y ait pas en réalité des fracas de les piliers, tout ça. Voilà. Pour moi, c'est ça le droit. Ça permet non seulement de souder la société à travers les devoirs que chacun en a, mais également c'est les droits. Les droits qu'on doit respecter, c'est-à-dire ce qu'on doit respecter vis-à-vis de l'autre. Lorsque je dis les droits, dans ce cas, c'est ce qu'on doit respecter vis-à-vis de l'autre. Que ce soit la vie de l'autre, que ce soit son plaisir, ce qui lui fait plaisir, que je dois respecter, et que ce soit son bien-être, n'importe quoi. Donc tout ce qui a rapport avec la vie d'un homme, d'une femme, d'un animal et d'une chose, bien entendu. Alors, ça, c'est pour moi le droit. Mais le droit ne s'arrête pas là. On va voir que différentes... Et oui, Maître Mario, avant même de mentionner cette partie, c'est que, et selon votre intervention, vous avez mentionné
tout à l'heure, et le droit, donc le droit que quelqu'un a pour ne pas déranger les droits de l'autre. Donc, vous ne devez pas déranger le droit de l'autre. Et dans cette phrase, nous pouvons voir qu'il existe deux types de droits dans cette phrase. Donc, le droit qui a été institué de manière générale pour tout le monde et le droit qu'a l'autre. Et également, puisque l'autre a ce droit, moi j'ai également mon droit. Donc, c'est pourquoi... Moi, j'ai mes droits. Oui, bon, vous avez vos droits. Oui. Et il ne faut pas oublier que c'est droit et droit. Donc, Oui. nous parlons de droit. Et maintenant, pour le droit, et nous pouvons, si vous me permettez, de faire une introduction assez rapide sur cette notion, c'est que il y a la notion de droit est complexe, surtout en ce qui concerne cette question d'application et cette question de compréhension. Le droit, et il ne faut pas l'oublier, dans des ouvrages que nous avons feuilletés au cours de nos études, et on nous a parlé de le droit qui est de mots latins, qui c'est dictum, et ce qui signifie ce qui est conforme à la règle. Maintenant, ce qui est conforme à la règle va nous donner naissance à deux acceptions du droit ou encore deux autres types de droit. Donc, ce qui va nous donner le droit objectif et le droit subjectif. Maintenant, par rapport à ce que nous devons respecter, comme vous l'avez mentionné, c'est le droit objectif. Donc, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui ont été édictées par la puissance publique ou par l'autorité publique qui régit la société. Autrement dit, c'est l'ensemble des règles qui régissent le comportement des hommes en société et qui est sanctionné par la puissance publique. Si vous voulez, ces droits sont impersonnels, donc ils sont également généraux. Alors que maintenant, pour le droit que vous avez mentionné également dans votre phrase, qui est de ne pas nuire les intérêts de l'autre, à savoir le droit que possède l'autre, donc c'est le droit subjectif. Donc pour ce droit subjectif, ce sont des facultés, des prérogatives qui sont accordées à chaque individu pour avoir quelque chose ou encore pour défendre quelque chose. Nous pouvons donner par exemple, j'ai le droit d'être propriétaire. J'ai le droit d'avoir une propriété. Donc, personne ne peut nuire à mon droit de propriété. Bon, il y a des exceptions quand même, mais maintenant, mon droit, ce droit est sacré, donc ce droit-là est protégé par le droit objectif. Donc, ce qui... Et un instant, maître, donc là, ce que tu es en train de dire, en fait, le droit, c'est ce qui se porte sur une personne ou sur une chose. Le fait que toi, tu détiens le droit de posséder, donc tu peux posséder, donc ça, c'est le droit qui se porte sur toi. Et le fait que tu puisses posséder un bien, c'est le droit qui se porte sur ce bien. Donc là, on peut voir le droit, que ce soit de manière plutôt personnelle. Certainement, on peut parler de créance, mais bien entendu, ce que je veux expliquer là maintenant, c'est plutôt le droit subjectif face au droit réel. Donc, le droit subjectif que toi, tu as de posséder une maison, une voiture, un livre, tout ça. Mais par contre, le fait que le bien soit susceptible d'appropriation, ça également, c'est un droit qui se porte sur ce bien ou encore sur cette chose. Oui, à ne pas confondre notre Mario, donc nous étions à faire la différence entre le droit objectif et le droit subjectif. Oui, c'était des parenthèses. Bon, oui, très bien. Et maintenant, à faire la différence entre le droit objectif et le droit subjectif, nous renvoie à d'autres choses, ou à d'autres notions qui méritent d'être abordées. Comme par exemple, nous pouvons prendre cette question des branches du droit, parce que n'oubliez pas que nous essayons d'atterrir sur le droit international privé haïtien. Donc, selon vous, il y a combien existe-t-il de branches du droit? Donc, dans ce cas, ce n'est pas le droit subjectif. Donc, puisque le droit subjectif, ce sont les prérogatives qui sont accordées aux individus. Maintenant, nous allons aborder le droit objectif. Donc, nous allons essayer de mieux cerner le droit objectif dans ses détails.
Maintenant, pour le droit objectif, même, il existe combien combien de branches existent dans le droit objectif? Bon, et généralement, moi, j'aimerais pas entrer dans tous ces concepts de droit naturel et de droit naturel vis-à-vis du droit positif. Oui, et à souligner également que en ce qui concerne le droit naturel et le droit positif, c'est que on essaie, on parle surtout de ces droits, c'est lorsqu'on essaie de démontrer le fondement du droit. Donc lorsqu'on essaie de démontrer le fondement du droit, donc on présente le naturalisme et le positivisme. Donc pour ceux qui nous regardent actuellement et qui ne se connaissent pas en ces notions, donc le naturalisme ou le droit naturel, c'est que ce sont des doctrines qui prennent pour loi ou bien doctrine primordiale les lois ou encore les droits naturels. Donc le droit a son origine dans tout ce qui est naturel, donc ce qui est inhérent à la personne ce qui a donné naissance aux droits de l'homme. Oui, bien sûr. Maintenant, le positivisme, alors pour cette question de naturalisme, il y a Sophocle. Oui. Sophocle prend toujours son œuvre Antigone pour expliquer, pour élucider, si on veut, cette notion de droit naturel. Mais à ne pas oublier que Sophocle également écrit des ouvrages assez intéressants, des textes assez intéressants sur le droit naturel. Par exemple, j'ai lu tout récemment Ajax, qui contient pas mal d'éléments de droit naturel. Maintenant, pour le droit positif, ou le positivisme, ce sont, ou encore c'est la doctrine qui prône les textes qui ont été édictés par l'État comme principe ou comme règle pouvant régir la société. Oui, et là, ça peut nous faire comprendre. Et dans cet aspect, il y a une sensibilité, ou plutôt une subtilité, je préfère ce mot, et dans le sens que on peut voir à travers le droit le pouvoir. Oui. Et on peut voir à travers le droit le pouvoir. Quand on détient le droit, on a le pouvoir. Parce que la société c'est pourquoi on dit dès qu'il y a société, il y a droit. Donc, c'est la société d'abord, le droit ensuite, et non pas l'inverse, soit le droit après la société. Mais non, c'est plutôt la société et le droit. Maintenant, et bon, la société humaine. Oui, c'est pourquoi nous allons mentionner ça. Mais ça peut aller plus loin quand même. Oui, mais c'est pour démontrer. Donc, nous sommes toujours, Mario présente toujours cette question de droit objectif et droit subjectif. Oui. Maintenant. Donc, le pouvoir, c'est le droit subjectif et le droit, maintenant, c'est le droit objectif. Non, maintenant, oui. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'une population, ou encore d'une société, d'un groupe d'hommes, qui tout le monde ne peut pas être le responsable. On a besoin de quelqu'un pour mener ce groupe d'hommes-là, pour avoir le leadership, au cas où il existerait un conflit, au cas où il faut prendre des décisions qui concernent le groupe, au cas où il faut décider pour le groupe et où tout le monde ne serait peut-être pas du même avis, eh bien, il va falloir quelqu'un qui a l'autorité de trancher. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit investi d'un pouvoir que tout le monde reconnaît et d'un pouvoir que tout le monde est obligé d'être astreint. Et voilà où est-ce que le droit donne le pouvoir. Donc, tout le monde donne le droit à une personne ou à un petit groupe de personnes de pouvoir décider en leur nom. C'est pourquoi on parle de notion de pouvoir et... Comment appelle-t-on ça? Et par exemple, le parlementarisme, on fait une délégation de pouvoir aux gens pour nous représenter. Donc, la représentativité. Voilà. Oui, mais il ne faut pas confondre. Je ne veux pas. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre cette question de
pouvoir que la société accorde à quelques gens ou encore à quelques personnes pour diriger ou encore mener C'est pas la uniquement le pouvoir qu'on accorde, c'est le droit. Et c'est ce oui, droit-là oui, le qui a le pouvoir. le pouvoir qu'on accorde à quelques personnes pour diriger et le pouvoir que possède chaque individu en tant que Oui, personne. oui, Parce que bien il ne sûr, faut pas bien sûr. oublier, il faut pas oublier que pour le premier, il y a cette question de contrat social, le Rousseau, Thomas voilà, Hobbes, qui a élucidé oui. cette notion, c'est pour ça Oui. les deux types de contrats. Alors, Mais les pour le gens droit se mettent subjectif, ensemble d'abord. c'est le droit que moi j'ai de participer à cette émission. Bon, oui, C'est le droit que vous oui. avez de suivre cette émission ou pas. C'est le droit que vous avez de vous inscrire sur ces réseaux sociaux via lesquels vous suivez cette émission. Donc, on ne peut pas astreindre ou encore essayer de contraindre une personne On est à libre. regarder cette émission. On est Donc, c'est libre. ça. C'est le droit que vous avez de vous procurer un ouvrage. Non, oui, quand même. C'est le droit que vous avez pour vous marier. Oui. Donc voilà, c'est ça le droit subjectif. De rester libre également. Vous pouvez Bien faire sûr. ce que vous voulez. Mais Mais- sans empiéter sur le droit d'autrui. Ou encore sans ne pas vous mettre vous-même en danger aussi. Oui. Bon, maintenant revenons à cette question de branche du droit, les Mario. Il ne faut pas oublier Oui, que voilà. on va parler de branche du Oui, droit. oui. Donc pour les branches du Assez droit, souvent, on parle de deux branches, on parle de privé, de public, oui. et de ces deux branches vont découler d'autres catégories ou encore d'autres petites branches. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler en réalité de deux branches privées et publiques? Et cela dépend, parce qu'il y a des ouvrages qui nous présentent deux branches, comme le droit privé et le droit public, mais également il y a d'autres ouvrages qui nous disent qu'il y a deux branches également, mais ces deux branches-là ne sont pas droit privé et droit public, mais cette question de droit interne ou national et le droit externe ou international. Donc, à partir de ces deux branches, nous allons essayer de voir toutes les autres branches. Oui, en fait, moi, je comprends ce que tu dis, et interne et externe, mais là, je reviens encore sur cette affaire de public et privé. Donc, on va le voir plus tard. Oui, nous allons voir. Nous allons aller voir. Pourquoi? Parce que et cette question de public, bon, si vous voulez, nous pouvons toujours essayer de partir à partir de privé et public et essayer de voir les branches du droit à partir de ça. Parce que tout est possible. Oui, bien sûr. Celui qui Je ne dis ce qu'on vient pas. Oui, Oui, bon, voilà. Donc, on va essayer de faire à partir de le droit interne et le droit externe. Donc, Oui. pour le droit interne, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit le droit interne ou national. Donc, c'est le droit qui est en vigueur ou qui concerne un État en particulier. Donc, qui est en vigueur dans un État bien déterminé. Donc, dans le droit interne ou le droit national, donc il y a, bon, ce droit, il est divisé en deux. Donc, il y a le droit public et le droit privé. Maintenant, pour le droit public, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Maintenant, dans le droit public, nous pouvons trouver le droit constitutionnel qui régit les institutions publiques. Nous avons le droit administratif. Oui, nous avons le droit administratif. Nous avons, bon, pour le droit administratif, c'est, bon, alors, ce sont des règles qui gèrent les relations entre l'administration qui est responsable des services publics et les administrés. Maintenant, nous avons également la troisième branche qui est le droit financier, qu'on appelle couramment les finances publiques. Et encore, bon, qui est responsable de cette question de recettes, ou encore, nous pouvons dire de manière générale, budget et les impôts. Et nous avons en dernier lieu le droit pénal que d'autres ouvrages récemment publiés mettent dans la catégorie de droit mixte. Parce qu'on dit que le droit pénal n'est pas un droit public. Parce qu'il y a également des intérêts très privés dans le droit pénal. Mais pourquoi on met le droit pénal? On mettait plutôt le droit pénal dans la catégorie des droits publics, c'est parce que l'État intervient. Donc, dans tout ce qui a trait à l'État, donc dans les droits dans lesquels il y a la présence de l'État, il y a toujours, on parle toujours de droit public. Donc, il y a des intérêts étatiques. Et maintenant, nous pouvons passer à la notion de droit privé. Maintenant, pour la notion de droit privé, bon, il y a un ensemble de droits
de droit dans cette question de droit privé. Le droit privé est divisé en plusieurs. Donc, il y a un droit civil, il y a droit commercial, droit social, droit, comme entre guillemets appelé droit du travail, il y a également procédure, etc. Donc, il y en a beaucoup dans le droit privé. Maintenant, nous allons essayer de voir pour la deuxième partie donc, de la grande division et le droit externe. À ne pas oublier qu'on avait dit il y a le droit national ou interne et le droit externe ou international. Maintenant, dans le droit externe ou international, il y a le droit externe ou international public et il y a le droit externe ou international privé. Donc, pour le droit international public, donc, ce droit-là régit les relations entre les personnes publiques et entre les personnes publiques. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question de État et les organisations internationales. Oui. Pour les personnes, pour le droit, sujet de droit international. Oui, oui. Donc c'est pourquoi nous avons parlé de personnes internationales ou personnes. Maintenant, pour le droit international privé, donc ça régit les relations entre des personnes de différentes nationalités ou encore des relations dans lesquelles il y a un élément d'extranéité, donc un élément étranger. Voilà. Ouais. Donc c'est ça pour le droit international. Maintenant, considérant que nous sommes à droit international privé, il est impératif de dire pourquoi nous avons mentionné tout à l'heure qu'il faut parler et qu'on va traiter de droit international privé haïtien. Eh bien, voilà, on va parler du droit international privé haïtien. D'abord, moi, j'aimerais que nous fassions la clarification de cette affaire du droit international privé. Bon, moi, j'ai un petit problème avec le mot privé. Et, parce que, est-ce qu'il peut y avoir en réalité un droit privé? Donc là, c'est un débat. Peut-être qu'on peut dire oui, peut-être qu'on peut dire non. À mon avis, et que l'on dise droit privé, que l'on dise que tout est droit privé, on a raison. Que l'on dise que tout est droit public, on a raison. Je m'explique. Normalement, le droit privé, à première vue, découle du droit public. Oui, oui. Et si on dit, par exemple, bon, le droit civil, par exemple, le droit qui se porte sur les affaires de famille et qui se porte sur les affaires de commerce, ça régit les relations, surtout entre des particuliers, des personnes privées, de simples sujets de droit, comme moi, comme vous, et tant d'autres. Mais par contre, ce droit-là, il y a des lois qui ils sont codifiées en vue de les donner naissance. Donc ça devient droit. Mais ces lois viennent d'où? C'est par les parlementaires ou encore les gouvernants. Et peut-être les gouverneurs. Ça peut être à l'initiative des gouverneurs aussi. Donc, aucun problème. Mais l'essentiel, qui va faire voter, qui va sanctionner, qui va publier, qui va promulguer, etc. Mais c'est l'autorité en place, établie. Donc là, qu'on le veuille ou pas, ça vient du droit public. Et même là encore, même lorsque ça traite totalement des particuliers, on ne peut pas passer outre de certaines règles. Des règles qui sont qualifiées d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais en passer outre. Du tout. De même que les bonnes grâces. Et même lorsque, si on prend des cas, par exemple, bon là, on entre ça dans la catégorie du droit public, dans le droit administratif, et par exemple pour les marchés publics, et même lorsqu'il y a certains contrats entre de simples particuliers, de simples personnes physiques, entre de simples gouverneurs, lorsque ces contrats sont tellement, et il y a des clauses qui sont tellement exorbitantes, et bien là, automatiquement, ça devient public. L'État peut exercer, ou encore l'État est automatiquement en droit de réagir comme étant régalien. Donc là, ça vient du droit public purement. Donc, aucun droit privé ne saurait
ne pas émaner du droit public. Ok, maintenant, Par contre, tout cela pour ce que dire je quoi? disais tantôt, donc, ouais, donc là, je suis d'accord que le droit privé vient du droit public. Par contre, dans ce que je disais tantôt, le droit public vient du droit privé. Comme, mais lorsqu'on comprend que c'est la société, c'est un groupe de personnes. C'est chaque individu, en se réunissant, forme un groupe de personnes. Mais ce groupe de personnes-là, eh bien, cela va, ces personnes vont déléguer des pouvoirs. Donc, l'autorité publique en place, qui lui va faire des lois, va élaborer des lois, va les voter, va les promulguer pour la société. Mais initialement, l'autorité publique émane du privé. Donc, c'est encore le privé qui agit. Donc, parce que c'est un pouvoir de représentativité. Mais là, il faut laisser les réserves, c'est surtout dans ce qui a trait au régime, enfin, au système politique plutôt. Au système politique, et par exemple, si on prend les dictatures, si on prend des régimes totalitaires, tout ça, là où il n'y a pas la démocratie plutôt. Donc voilà. Mais dès qu'il y a la démocratie, on peut voir quelque part où on comprend transitivité que tout n'est que droit privé. Donc, on peut le comprendre ainsi. Moi, j'ai aucun problème avec les différents points de vue. Ok. Maintenant, tout ça pour dire quoi? Parce qu'on était à parler, oui. Tu sais, maintenant, on va rentrer dans le droit. Juste avant, on était à parler du droit international privé. Haïtien. Je vais rentrer dans haïtien maintenant. J'étais dans le droit international privé et j'avais pris le mot privé. Maintenant, je vais entrer dans le droit international privé haïtien. Maintenant, et juste le droit international privé haïtien. Juste avant, Mario, et pourquoi dites-vous, parce qu'il faut quand même une raison, pour des raisons, pourquoi considérez-vous que le droit d'abord, parce que le droit international privé n'est pas privé, il est plutôt public. Et en fait, juste une raison. J'ai pas dit en fait, je vais le dire tantôt que je suis d'avis avec les différentes opinions qui peuvent avoir lieu. Que des gens soient d'avis que le droit privé c'est du droit public, que d'autres gens soient d'avis que le droit public c'est du droit privé, j'ai aucun problème. Okay. Et si moi je vous dis que le droit international privé, non, avant même que moi j'émette mon opinion, il faudrait bien dire que vous. Mais il faut noter la réserve que c'est là où il y a la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, tout n'est que du droit public. Ok, maintenant, et selon vous, est-ce que le droit international privé, puisque vous parlez de le droit international privé n'est pas privé, pourrait être également privé, public, je dis que je n'ai pas de problème avec les différentes opinions. Mais maintenant, est-ce que le droit international privé est international réellement? Le droit international privé, est-ce qu'il est réellement international? C'est-à-dire, est-ce que c'est une affaire de droit interne strictement? Oui, est-ce que le droit international privé est international réellement ou est réellement international dans le cas que est-ce qu'il y a des principes internationaux qui ont été rédigés ou encore édictés pour dire voilà comment vont régir les relations entre les différentes personnes de nationalités différentes, comment on va faire, et etc. Donc, est-ce qu'il y a ça? Ce qui paraît bizarre dans ce cas, ce qui fixe la notion pour catégoriser le droit international privé comme étant droit interne, c'est un document international. Ce qui paraît bizarre. Pour classifier, pour dire, bon, ok, d'accord, le droit international privé, c'est du droit interne, eh bien, c'est un document international qui dit que le droit international privé est un droit interne. Je le prouve. Eh bien, c'est avec la Convention de La Haye qui dit, bon, ok, d'accord, et surtout en matière de nationalité, je dis bien surtout, eh bien que tous les États, eh bien, ont le pouvoir librement de décider, de définir qui sont ces nationaux ou pas. Et il appartient à chaque État de libérer, d'élaborer, de déterminer là-dessus qui sont ces nationaux ou pas, ou encore tout ce qui a rapport avec ces nationaux, mais aussi avec toute personne
qui n'est pas un national. Ok, dans ce cas, En fait, le droit international privé ne serait pas un droit international réellement dans le cas où ce sont les règlements ou encore des règles de droit interne qui vont être d'application. oui, sous réserve que je le dis bien, cette Donc, bizarrerie, je suppose. donc, dans ce cas, c'est que, et considérant que c'est le droit interne qui va Oui, être oui, oui, c'est d'application, pas interne, oui, oui. bon, c'est pas réellement international, mais par rapport Oui, à sa source, oui, donc bon, c'est interne. on peut, bon, oui, c'est ça, c'est des Parce réserves. que par rapport à Si l'objectif, je, non, par rapport à l'objectif, oui, 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 l'objectif c'est quoi? C'est de résoudre des problèmes internationaux. bien sûr, bien Donc, sûr. concernant Oui, des oui, 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 individus oui, oui. privés. Oui, oui. Oui. Non, mais là, je suis tout à fait d'avis. Je suis tout à fait d'avis. Ok, donc vous êtes toujours d'avis, mais. Bah, Oui, et maintenant, vous avez parlé de. pas toujours. Ah, ok. Donc, maintenant, nous sommes d'accord que, bon, et vice-versa, bon, vous allez me dire que le droit international en découle du droit interne ou encore est plutôt un droit interne Et qui le est droit international d'application. Oui, le droit international privé est un droit interne qui est d'application externe. Mhm. Oui, je le dis ainsi. Ok. Oui, parce que c'est. Est-ce qu'on peut. Je vais essayer de prendre un exemple. Et vous habitez un pays, vous êtes dans une ville ou dans une province, tout dépend de l'endroit où vous suivez. Mais oui, certainement, il peut appartenir à la voirie Mhm. d'effectuer cette question d'hygiène Ouais. dans les voies publiques. Mhm. Tout comme le ministère de la Santé publique peut également intervenir en ce sens de gérer cette affaire d'hygiène dans les rues, on ne sait jamais. Mais par contre, cela n'empêche pas que quelqu'un chez lui, eh bien, nettoie devant chez lui. Voilà. Ça n'empêche pas que quelqu'un prenne soin devant sa maison, que tout se passe bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de fatras, que tout est bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est que même concernant pour le droit international, ce qui est, parce que si je peux prendre comme exemple cette question de État, Oui, si je veux statut c'est des personnes, interne. pour le statut des personnes, c'est le droit interne qui gère ça, parce que Oui, bien sûr. bon, on nous dit dans l'article 7 du Code civil haïtien que on considère comme loi personnelle les lois qui régissent l'État et la capacité des personnes. Oui. Donc, en ce qui concerne l'État et la capacité, donc, bon, dès qu'on voit État et capacité, on parle de statut. Ça, c'est pour notre droit haïtien. Oui, Ouais. c'est régi. Bon, c'est également l'État pour la France. Oui. Et également des pays qui ont un droit tributaire de la France. Donc, c'est la même chose. Donc, on va voir que le droit interne va être d'application ou encore le droit interne va être appliqué soit aux États-Unis sur un Haïtien, donc pas n'importe quelle loi, mais c'est l'ensemble des règles qui concernent l'État et la capacité de ces individus. Ouais. Oui, Maintenant, revenons maintenant, permettez, et souffrez. Et maintenant, abordons cette question de, nous sommes d'accord que le droit international est un droit interne qui va être d'application internationale. Oui. Okay. Maintenant, cette question de droit privé, revenons dessus, cette question de droit privé et droit public. Ouais. Maintenant, 1, 2, 3, de manière très succincte, qu'est-ce qu'on doit voir ou qu'est-ce qu'on peut émettre comme idée concernant, pour dire que le droit international privé n'est pas privé, mais plutôt public. Le droit international privé n'est pas privé, mais plutôt public. Un droit international public. Oui. Ou encore un droit interne public. Oui, un droit interne. Considérant que nous avons vu que le droit international privé n'est pas réellement un droit international, mais plutôt un droit interne, ou encore un droit interne qui va être d'application internationale. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Nous allons aborder la deuxième étape, qui est cette question de le droit international privé n'est pas privé, mais plutôt public. Oui. Comment on doit le concevoir de manière très succincte. Mais avant même que moi... La réponse est simple. On n'a pas discuté beaucoup. Parce que tout simplement, c'est l'État qui règle. Ok. Donc, considérant que c'est l'État qui règle ces questions, donc nous pouvons dire que le droit international privé n'est pas privé, mais puisque c'est réglé par l'État, c'est public. Oui, dans les pays où il y a de la démocratie.
Ok, et dans ce cas, si on est Non, dans les pays de la démocratie, parce que n'oubliez pas que le peuple délègue ses pouvoirs, ses droits également à un groupe de personnes définies pour diriger son nom. Donc, et on peut voir que par transitivité, originellement, c'est privé. Mais lorsqu'on considère qu'il y a une instance, qu'il y a une autorité publique en place, lorsqu'on le comprend à ce niveau-là, comme début, donc, eh bien, on va voir que c'est strictement public. Excusez, permettez. Et c'est un devoir. Comment c'est privé au départ? Considérons que c'est l'État qui va légiférer ou encore c'est l'État qui va... C'est privé au départ? Oui. Mais tout simplement. Par exemple, les parlementaires qui proposent, qui font des propositions de loi, d'où viennent-ils? Du peuple. Voilà. Ils n'ont qu'une délégation de pouvoir. Le peuple a dit, bon, ok, d'accord, va me représenter toi, on va me représenter, aucun problème. Et voilà. Le Parlement, c'est l'expression du peuple. Le Parlement représente, en fait, doit bien entendu représenter le peuple. Donc, ça doit refléter les volontés de la population. Donc, si telle loi est prise, eh bien, on doit être sûr que ça, c'est le reflet exact de la volonté de la population. Étant donné que 10 millions d'habitants ne peuvent pas être parlementaires à la fois et également ne peut pas être dans le sein du pouvoir exécutif à la fois, tout comme dans le judiciaire à la fois, et bien dans ce cas, on fait des délégations de pouvoir. Mais lorsqu'on voit où ces pouvoirs émanent, que ce soit le parlementarisme ou l'exécutif, et bien on va voir que cela émane du peuple, parce que ça ont un mandat. C'est pourquoi on parle de mandat. Donc, le peuple donne mandat pour agir en son nom. Évitons ce débat. Ils n'agissent pas pour leur compte. Oui, je vois. Mais ce qu'il y a, c'est que, est-ce que c'est par rapport au mandat que le droit international privé est privé, ou l'origine du mandat que le droit international privé est privé, ou est-ce que c'est par rapport à la situation ou aux situations traitées que ce droit est public ou privé? Donc, dans ce cas, on a qu'à dire premièrement et deuxièmement. Donc, c'est peut-être privé premièrement parce que l'origine parce que ça vient de la population, mais deuxièmement parce que ça traite également des particuliers. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai un rôle dans la situation de mandat. Comment on peut, bon, je peux toujours donner mandat, mais comment maintenant les textes ou encore le droit que va constituer un ensemble de textes, comment je vais dire, c'est du droit privé, alors que cela... Enfin, moi, je suis parti d'un concept, en fait, et je suis parti d'un endroit où j'essaie de voir l'origine. Ok, voilà, rien que ça. Souvent l'origine. Oui, c'est souvent l'origine. Donc, on va dire comme conclusion que le droit international privé un instant. C'est comme par exemple, moi, je ne me questionne pas si je veux savoir mes parents, lorsque je dis parents, dans le sens de famille restreinte, eh bien, je vais questionner, je vais savoir, je vais poser la question qui est mon père, qui est ma mère. Mais si je questionne en réalité mon père et ma mère, cela va m'amener à questionner mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est pourquoi je dis que le droit public, eh bien, quelque part, c'est du privé. Donc, c'est rien que ça. Oui. Donc, le droit public, c'est du privé. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est parlé de droit international. Dans ce contexte, bien entendu. On est parlé de droit international privé. Parce que ce qui est intéressant, ce que nous avons comme obligation, c'est d'essayer de faire comprendre ces notions à la population. Ouais. Vous voyez? Donc, et bon, pour ces débats, c'est bien parce que pour des gens qui se connaissent en droit, donc cela ne va pas être un problème, encore, cela ne va pas être de grande difficulté pour appréhender cette notion. Mais alors que pour des personnes qui ne se connaissent pas, ou encore qui ont des difficultés avec le droit, qui n'ont aucun intérêt. Non, parce que je dis intérêt, c'est pas parce que non, pas d'intérêt, mais plutôt pour l'étude. Pour aller chercher un savoir en ce qui concerne la sécurité. Donc, ces personnes-là vont vous dire quoi? Bon, qu'est-ce que vous faites là, Maître Mario? Donc, vous parlez, vous dites tantôt que vous êtes pour, vous dites d'autre part que vous êtes contre, et après, vous me dites que oui, c'est possible pour les deux, etc. Donc, cela
cela devrait nous ramener à quoi? Donc, c'est pourquoi moi, j'essaierai de faire une conclusion en ce qui concerne cette question de droit privé international, bon, malgré la connotation de privé et public. Oui. Pourquoi c'est public? Parce que c'est un droit qui traite des notions que l'État seulement peut régler. Donc, par rapport aux situations, donc ce sont par exemple, nous pouvons prendre la nationalité. Donc, la nationalité concerne l'État. C'est seulement l'État qui peut vous dire est-ce que vous êtes national ou vous n'êtes pas national. Bon, c'est vrai, il ne va pas vous dire que vous n'êtes pas national, mais il va vous considérer comme étant non national. Donc, vous êtes étranger. Donc, deuxième, c'est cette question de votre champ pour le sujet de votre mémoire, c'est cette question de propriété des étrangers. Ou encore, et le droit que possèdent les étrangers dans un État. La condition des étrangers. Condition des étrangers. Vous allez voir que c'est l'État qui doit régler cette question. Ce n'est pas laissé aux particuliers. Et également, cette question de conflit de loi. Maintenant, si je vais en France, je marie avec une Maroc, non, peut-être non, pas une Malienne par exemple. Un Haïtien se trouve en France et se marie à une Malienne. Oui, bon, peut-être Pidali parce que j'aime les Maliennes. Et oui, maintenant, vous allez voir que va se poser cette question de conflit de loi. Maintenant, quelle loi doit être appliquée à cette situation juridique? Un enfant qui est né de deux personnes de nationalité différentes, quelle loi doit être appliquer, etc. Donc, dans ce cas de divorce, par exemple. Par exemple, un Haïtien se marie en France avec une Malienne et ils vivent au Belgique et à ce moment-là, ils désirent divorcer. Oui. Donc, tout ça, c'est l'État qui doit réglementer ces situations. Donc, on va dire que c'est pourquoi on parle de droit international, ou on considère le droit international privé comme un droit public, parce que c'est réglementé par l'État. Donc, dès que vous voyez l'État, dès que l'État est en action, ou encore l'État a un intérêt dans des choses, ou encore participe à la vie, donc on parle déjà de public. C'est ça. Oui, bien sûr. Et voilà, et en fait, je reviens encore sur ce que j'ai dit tantôt, c'est concernant ce qui fixe ce droit comme étant un droit interne, c'est un instrument international. Et cela dit, bon, voilà des règles. Donc, cela même dit qu'il ne peut y avoir, qu'il ne doit y avoir en aucun cas des situations d'apatridie. Ce qu'il y a même, c'est que internationalement, c'est un instrument commun, ce droit interne. Donc, ça, ce n'est pas bizarre. Il ne faut pas oublier que ce sont des conventions. Pour ces conventions, et cela ne concerne plus les adhérents ou encore les signataires. Non, bien sûr. Vous allez voir que en droit international privé, les textes sont surtout internes. Donc, si on prend par exemple le Code Bustamante, qui est une convention, couramment appelée Code Bustamante, mais c'est les droits internationaux. Bon, les droits internationaux, je crois qu'on l'appelle principe de droit international. Maintenant, si on considère ce Code Bustamante, qui a été signé à Cuba en 1928, vous pouvez voir que dans différentes parties de ce code, on vous dit que telle partie ou encore telle chose doit être réglée par l'État ou encore par les règles de tel pays par rapport à l'individu. Non seulement ce que tu dis, mais j'ajoute, c'est qu'il y a les situations de réserve. Oui, on a le droit de produire les réserves. Comme Haïti a fait réserve, parce que voilà. La caution que doit payer l'étranger. Voilà, oui. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, moi, cela montre que je veux qu'on termine cette édition d'émission. C'est quelle est l'utilité du droit international privé. Et juste avant, Mario, il y a quelque chose que moi j'aimerais savoir, c'est pourquoi parler de Haïtien parce qu'on n'a pas abordé. Non, mais étant donné que c'est un droit interne et qu'il appartient à chaque État
de déterminer ou encore d'élaborer là-dessus, de régler cette question-là, eh bien, nous autres, en Haïti, eh bien, nous avons une manière de nous comporter face à ce cas, face à cette situation qui sont les étrangers. Donc, nous avons une manière d'aborder cette notion, les étrangers. Pas seulement les étrangers, mais également par rapport à comment que nous abordons cette question de comment nos principes en ce qui concerne notre nationalité, le principe en ce qui concerne les conflits de loi également. Oui, conflits de loi, conflits de juridiction. Donc, certainement, on peut les adjoindre en une seule, et également la condition des étrangers. Oui, voilà. Rien que ça. Donc, voilà, selon ce que vous avancez, c'est qu'il existe le droit international privé français, le droit international privé haïtien, le droit international oui, bien sûr, puisque la façon dont les Français définissent ou encore règlent la question concernant les étrangers est différente de la manière dont l'État marocain détermine ou encore traite cette question d'étrangers, ce qui est également différent de la manière dont Dubaï traite les étrangers ou encore la Jamaïque. Voilà, donc chaque État traite de sa manière, eh bien, la notion d'étranger. Rien d'autre que cela. Mais par contre, ce qu'il y a, quoique c'est un droit interne, cela va avoir des effets externes. Bon, quand même. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire en réalité que le droit international privé est tout à fait un droit interne, puisque les effets puisque ces effets peuvent être internationaux. Oui, donc c'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit que c'est un droit interne qui s'applique ou encore qui est d'application internationale. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un droit à cheval entre le national et l'international? Bon, puisque en gros, il n'y a pas des principes qui vont vous dire que voilà, le droit international c'est ça, et voilà comment on le considère, et voilà comment on le réglemente également. On ne saurait parler du droit international pour cette application. Et n'allez pas oublier également que nous avons parlé de droit interne d'application. Droit interne d'application internationale. Oui. Donc, ce sont des droits. Donc, puisque on voit que des situations, des gens vont se marier à l'étranger, des gens pour le commerce vont s'établir, vont s'établir dans un autre pays. Oui. Donc, vous allez voir que il faut pour un État des règles régissant non seulement ces nationaux qui vont s'établir dans un autre État, ou encore qui vont contracter avec d'autres nationaux de notre État, donc, et également que ce soit le commerce, que ce soit le mariage, etc. Et également concernant les étrangers qui vont s'établir dans cet État, et considérant qu'il y a cette question d'établissement dans un autre lieu que son État, donc il y aura pour domicile de la personne, parce que comment on va par rapport à telle situation, quelle loi on va adopter par rapport à est-ce que c'est la loi originaire ou la loi personnelle? Est-ce que c'est la loi personnelle? Est-ce que c'est la loi territoriale? Oui. Et encore, cela va dépendre de la situation. Oui. On va traiter la notion de domicile d'une manière ou d'une autre, que ce soit un domicile fiscal, que cela va dépendre également de la nature du problème. Oui. Donc c'est ça. Donc nous pouvons dire que pour cette question de nationalité haïtienne, pourquoi on l'appelle nationalité, pas nationalité, le droit international privé haïtien, pourquoi on l'appelle droit international privé haïtien? Tout le monde est apte à répondre à cette question maintenant. Pourquoi? Parce que le droit international privé est du domaine du droit interne, premièrement. Donc, qui dit interne dit des règles qui ont été dictées par un État bien déterminé. Donc, puisque c'est l'État haïtien, c'est du domaine du droit haïtien. C'est le droit interne d'Haïti. Donc, on va dire que c'est le droit international privé haïtien. Pourquoi? Parce que c'est le droit interne haïtien qui sera d'application
international. Oui, Ok. tout à fait. C'est parfait. Donc, voilà, et voilà pourquoi il est important que vous soyez haïtien, que vous ne soyez pas haïtien, de suivre cette émission, ou encore même si vous ne suivez pas cette émission, mais de savoir ce que dit l'État haïtien à propos de cette affaire de droit international privé. Puisque vous ne savez pas, peut-être que vous tomberez amoureux d'un haïtien ou d'une haïtienne, peut-être que vous serez intéressé à faire des affaires en Haïti. Donc, vous ne savez jamais. Donc, si vous avez des intérêts qui peuvent vous amener à avoir une liaison avec Haïti, que ce soit à travers un conjoint ou encore à travers les affaires, je ne sais trop, eh bien, il est important de savoir comment est-ce que l'État haïtien traite de cette notion d'étranger, de cette notion d'extranéité, et qui aura tout à fait une incidence internationale. Oui, Maître Mario. Et maintenant, pour l'émission, et bon, j'étais content de partager le moment avec vous. Oui. Et ce qui est assez intéressant, il ne faut pas oublier que cette question de nationalité qui fait partie du droit international privé haïtien, par la nationalité haïtienne. Donc, également, cette question de conflit de loi, condition des étrangers, conflit de juridiction. Donc, ce sont des notions qui sont abordées dans les émissions. Et n'oubliez pas de nous contacter. Poser vos questions, soit via les numéros qui vous ont été communiqués. Et que nous communiquons encore là maintenant, le 37 72 21 07 et le 48 37 10 66. Ou encore laissez vos commentaires sur notre page Facebook Dialectique des Jeunes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Dialectique des Jeunes. Oui, Mario, et en gros, comme conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, on peut dire, on a fait le tour du droit, ce qui a trait à l'introduction au droit. Donc, on a parlé du droit, ce que c'est. On a parlé également, est-ce que le droit, est-ce qu'il peut y avoir un droit privé, un droit public? N'est-ce pas une seule branche? Et cette seule branche, est-elle publique ou privée? On a fait le tour également du droit international et du droit national. Et on a abouti sur le droit international privé haïtien, c'est-à-dire la manière dont l'État haïtien est souverain, tout comme chaque État, à traiter de la question d'extranéité, à traiter les étrangers. Voilà pourquoi nous avons présenté cette émission et c'est à l'initiative du CAJ, du Centre d'activité juridique de Dialectique des Jeunes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Nous les attendons avec impatience. Merci. Pour vous servir, c'était moi, Mario Estimable et Peter Libière qui vous donne rendez-vous au vendredi prochain. Pour la plus prochaine séance. Merci. À bientôt.